La vision de Macron est une vision catastrophique par rapport à Israël. S'il se dit l'allié d'Israël, il faudrait peut-être qu'il revienne sur ses opinions, parce que ce n'est pas de cette façon que l'on peut soutenir Israël. Par contre, les États-Unis nous soutiennent entièrement. Oui, je pense que les États-Unis vont nous soutenir lorsque nous allons proclamer la souveraineté. Il faudra encore un tout petit push pour que notre Premier ministre, il décide de déclarer la souveraineté. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Chaim Berkovitch. Chaim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, de si bon matin, puisque vous êtes à Paris. On n'a pas besoin de le cacher, et merci donc de vous être levé de si bon matin pour parler avec nous et pour nous faire nous donner votre appréciation de certains événements qui se sont produits ces derniers jours et ces dernières semaines. Je voudrais d'abord revenir avec vous sur cette opération à Doha. Elle suscite en Israël, vous l'avez certainement remarqué, beaucoup de critiques, d'autant plus qu'elle a apparemment échoué, bien entendu, même si on n'a pas d'informations précises sur le sort de la direction du Hamas. Qu'est-ce que cela vous suscite chez vous comme réaction, cette opération ? D'abord, je vais vous dire, rien que le fait que nous soyons capables d'attaquer directement au Qatar, c'est déjà une réussite. Est-ce que nous avons éliminé toutes les personnes que nous voulions éliminer ? Ça reste encore à prouver, et les jours suivants, nous apporterons plus d'indications sur le résultat de cette opération. Mais cette opération, elle vise à montrer quelque chose. Quel que soit l'endroit où les ennemis d'Israël se trouvent dans le monde, ils seront la cible de Tzahal. Et Tzahal, ils seront la cible d'Israël, et nous nous apprêterons à éliminer toute personne qui fait du mal à Israël. On l'a dit depuis le début de la guerre, le Hamas, c'est une plaie. Le Hamas doit arrêter d'exister. Il reste encore des dirigeants du Hamas. Ces dirigeants, nous allons tout simplement les éliminer. Et si cette opération a réussi ou pas, c'est une question de temps pour le savoir. Mais si elle n'a pas réussi, c'est pas grave. C'est partie remise et on continuera. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, Binyamin Netanyahou, parce que c'est un son de cloche qu'on entend à la fois du côté du Hamas et à la fois du côté des opposants à Binyamin Netanyahou, qui disent qu'en fait Binyamin Netanyahou, et même chez les Américains, lorsqu'on approche d'un accord possible sur la libération des otages, trouve toujours un moyen de le torpiller par telle ou telle opération. D'abord, je conseille à toutes les personnes qui écoutent ce matin de ne pas se fier à ce que dit le Hamas. C'est pas du Hamas que nous allons pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Netanyahou, ce n'est pas lui qui empêche qu'il y ait un accord pour pouvoir libérer les otages. Je pense qu'on méprise un petit peu ce Premier ministre. S'il dort peut-être 2 heures par nuit, il est très probable qu'il se réveille au milieu de la nuit pour penser aux otages. Non, la réponse, elle n'est pas dedans. Et toutes les personnes qui sont contre lui, ils essayent de trouver à chaque fois une opportunité pour dire, vous voyez, il est contre, etc. Non, pas du tout. Aujourd'hui, même les États-Unis nous montrent qu'ils sont malgré tout les alliés d'Israël. La preuve en est, c'est que Marco Rubio se rend en Israël. Donc ça montre un certain attachement par rapport aux États-Unis, quoi qu'il en soit, quoi que Israël décide. Alors justement, on va parler de la visite de Marco Rubio. Elle a commencé hier par une visite au Kotel, au mur occidental, avec une visite des fouilles archéologiques du côté du Kotel. Et puis elle va se terminer ce soir par une inauguration de ce que l'on appelle le chemin des pèlerins. C'est situé du côté de Ir David. Ce sont des visites très chargées de symboles, on peut dire, et de symboles historiques, bibliques, qui a été préparé pour Marco Rubio. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, ce genre de participation du secrétaire d'État américain à de tels événements? On aurait eu des difficultés à les imaginer il y a à peine quelques années. Tout à fait. Mais ça montre tout simplement, on vient de le dire, que les États-Unis sont les alliés d'Israël. Israël veut faire de cette visite un moment fort, un moment très très symbolique. Il y a 2000 ans, à l'entrée de Jérusalem, il y avait un chemin que les pèlerins empruntaient pour pouvoir se rendre en Israël. C'était un moment de joie, c'était un moment où toutes les personnes qui habitaient un petit peu partout, même dans l'Empire romain, même jusqu'en Gaule de l'époque,
ils se rendaient en Israël et ils empruntaient un certain chemin. Ils se retrouvaient au carrefour de ce chemin. Ils empruntaient ce chemin en chantant pour se rendre à Jérusalem. C'est très très symbolique parce que cela montre que nous sommes attachés à cette terre, nous sommes attachés aux vestiges de Jérusalem. C'est notre patrimoine, c'est notre lieu depuis plus de 3500 ans. Et la visite historique de Marco Rubio, c'est pour montrer que les États-Unis ont conscience de cela. Et cela veut dire que quelque part, il donne carte blanche à Israël, y compris par exemple pour une opération dans la ville de Gaza aujourd'hui? Mais évidemment, sinon il ne viendrait pas ici. Toute visite officielle du gouvernement de Trump, c'est un symbole. C'est un symbole et c'est un symbole qui est très très fort. Les États-Unis, en venant en Israël, en venant à Jérusalem, en visitant les vestiges du patrimoine du passé, eh bien, ils montrent à Israël que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour proclamer que Israël a toujours été la terre du peuple juif et que nous sommes avec vous quoi qu'il en soit. Alors, on peut avoir des divergences, Daniel. On peut ne pas être d'accord. Certaines fois, ils vont nous dire, attendez, il ne faut peut-être pas agir de cette façon-là ou pas, mais quoi qu'il arrive, ils sont derrière Israël. Et ça, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Alors, quand vous dites que les États-Unis sont derrière Israël, et que vous parlez justement de cet aspect symbolique de cette visite de Marco Rubio, y compris à Jérusalem, dans les abords du Kotel, dans les abords de la ville de David, la cité de David, est-ce que ça veut dire que vous pensez que les Américains vont cautionner, accepteront le principe d'une annexion de toute ou partie de la Judée et de la Samarie, peut-être même en réponse à une autre initiative qui est bien plus contestée, celle du président français Emmanuel Macron, de reconnaître un État palestinien dans les prochains jours ? Écoutez, je me situe à Paris et je vois un petit peu partout ce qui est devenu Paris. On a un nouveau drapeau. Le drapeau tricolore n'existe plus. Il y a le drapeau de la Palestine et de partout nous avons des pancartes où il est marqué Free Palestine. Et puis à côté, de temps en temps, on voit marqué mort aux Juifs, Juifs, la Palestine ne t'appartient pas, etc. La vision de Macron est une vision catastrophique par rapport à Israël. S'il se dit l'allié d'Israël, il faudrait peut-être qu'il revienne sur ses opinions parce que ce n'est pas de cette façon que l'on peut soutenir Israël. Par contre, les États-Unis nous soutiennent entièrement. Oui, je pense que les États-Unis vont nous soutenir lorsque nous allons proclamer la souveraineté. Il faudra encore un tout petit push pour que notre Premier ministre, il décide de déclarer la souveraineté. On est en retard, Daniel. C'était depuis 1967 que nous aurions dû le faire. Lorsque je parle à des non-juifs ici à l'étranger, ils me disent vous n'avez toujours pas réglé, vous n'avez toujours pas donné vos frontières. Il a raison, puisque la Judée-Samarie ça appartient au peuple juif c'était le berceau du peuple juif depuis plus de 3500 ans. Eh bien, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on ne déclare pas la souveraineté. Alors, ce n'est peut-être pas la réponse à Macron et à tous ceux qui veulent déclarer la Palestine, l'indépendance de la Palestine, mais malgré tout, c'est quelque chose que nous devons faire et on va le faire très prochainement, j'espère. Alors, concrètement, vous pensez que le Premier ministre est favorable à cette initiative parce que elle risque de remettre en cause, par exemple, les accords d'Abraham, si les Américains veulent les élargir, des accords d'Abraham qui sont déjà remis en ballottage après l'opération israélienne à Doha. Vous pensez que Benjamin Netanyahou a aujourd'hui, peut-être 2 ans après le 7 octobre, la poigne et la puissance, la force nécessaire pour imposer une annexion ou une souveraineté israélienne sur au moins une partie de la Judée de Samarie, peut-être toute même ? Je vais vous dire, le monde a mis en garde Israël et les États-Unis lorsque on a voulu faire passer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. On nous a dit que ça allait provoquer la guerre, ça allait être une catastrophe, etc. et tout, et c'est passé quasiment sous silence. Aujourd'hui, je ne pense pas que les accords d'Abraham seront en cause si l'on déclare la souveraineté. Vous savez, il y a ce qui se dit fort et ce qui se crie un petit peu avant, et une
fois que la chose se passe, eh bien tout se calme et tout revient dans l'ordre. Je pense que c'est réellement le moment, et j'espère, je ne suis pas devin, je ne suis pas dans la tête de Benjamin Netanyahou, mais j'espère qu'il le fera, et on voit aujourd'hui que le peuple est favorable. Le peuple, après le 7 octobre, a compris ce qui se passe ici. Il a compris qu'on ne peut pas compter sur l'autorité palestinienne. Il a compris qu'elle n'avait aucun effet, que c'était tout simplement un groupe de terroristes. Alors ils ont peut-être une différence avec le Hamas, c'est qu'ils ont fait des morts, mais eux ils les ont fait pendant 20 ans. Au fur et à mesure, le Hamas a tiré directement, mais le résultat est le même. Aujourd'hui, notre seule issue, c'est de pouvoir déclarer cette souveraineté. Alors concrètement, juste parce que c'est une question qui est récurrente lorsque l'on parle de l'annexion ou de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie, qu'est-ce que l'on fait de 2 millions de Palestiniens qui se trouvent sur place? Est-ce qu'on leur donne la nationalité? Est-ce qu'on leur donne tous les droits? Comment on gère une telle population? Je vais vous dire, vous rentrez dans un sujet qu'on ne va pas pouvoir répondre c'est vrai. En quelques minutes. Ça fait des années que, par exemple, pour Etzet Yesha, que tous les chefs de district réfléchissent, etc. Écoutez, il y a des solutions à tout ça. Aujourd'hui, toute personne qui veut vivre en paix avec Israël va pouvoir vivre en paix en Israël. De la même façon que à Jérusalem ou à Yafo, etc. Il y a une certaine population arabe qui veut vivre en paix. Malheureusement, ce n'est pas toute la population arabe. Aujourd'hui, Daniel, pour toute personne qui se balade en Judée-Samarie, il y a une souveraineté de fait. Il y a plus de 500, peut-être entre 500 et 550 000 habitants israéliens qui se trouvent en Judée-Samarie. Il est temps qu'ils ne soient plus considérés comme des citoyens de seconde zone et qu'ils soient des citoyens à part entière de l'État d'Israël, et qu'ils puissent dire fièrement, eh bien, nous sommes dans un territoire souverain de l'État d'Israël. Alors, vous êtes à Paris, comme nous l'avons dit. Hier, à Paris, s'est tenu un grand salon de l'Aliyah. Il y avait plus de 3500 personnes, en tout cas, selon les organisateurs, c'est-à-dire une foule immense. On sait aussi que Israel is Forever organise son propre programme d'Aliyah, de groupe, en Israël. Est-ce que vous sentez au sein de la population, de la communauté juive, un désir, d'abord une inquiétude face à la résurgence de l'antisémitisme, face à la politique actuelle du président français, et puis une véritable volonté de se dire c'est le moment de partir? Tout à fait. Je vais vous dire, c'est pas juste selon les organisateurs. J'étais sur place et je peux vous garantir qu'il y avait des milliers de personnes. C'était quelque chose de formidable. Et contrairement à beaucoup de salons, puisque ça fait des années que nous participons au salon de l'Aliyah, eh bien les gens sont venus pour attendre des réponses. Ils sont venus pour dire voilà, on vient. Ils sont pas venus pour réfléchir, pour savoir s'ils allaient venir ou pas venir. Ils sont venus pour attendre des réponses, pour demander si on va dans telle ville et si on se situe à droite ou à gauche. La communauté juive de France a compris une chose. C'est pas juste qu'elle est inquiète. Elle a compris qu'elle n'a plus d'avenir en France. Elle n'a plus d'avenir parce que malheureusement, l'antisémitisme grandit de jour en jour, parce on se sent pas bien. Si on a pu dire pendant des années heureux comme un juif de France, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais je vais vous dire, mis à part le salon de l'Aliyah, nous, par exemple, on avait organisé un séminaire pour l'Aliyah où on avait plus de 200 personnes. Vous vous rendez compte le nombre de gens qui s'intéressent à venir? Il faut absolument qu'Israël soit prêt pour l'intégration de la communauté juive de France, parce que dans les 3-4 prochaines années, eh bien cette communauté va venir. Je citerai par exemple Dov Maimon qui raconte qui est venu participer à notre séminaire et qui dit tout simplement il y a eu les Juifs d'Europe de l'Est, il y a eu les Juifs du Maghreb et il y a eu et un jour on dira il y a eu la communauté juive de France. C'est une période qui change, et puis on a besoin d'eux, Daniel. Nous sommes dans la période où nous sommes en train d'écrire l'histoire du peuple juif, la grande partie de la Géoula, de la délivrance, et aujourd'hui on a besoin de nos frères de France pour venir écrire cette histoire avec nous. La suite de l'histoire juive, elle se continue sur la terre d'Israël. Eh bien, nous allons terminer cet entretien avec vous par ces paroles d'encouragement, en tout cas, à l'Aliyah et à l'arrivée massive, on va dire, des Juifs de France. On l'espère tous, bien entendu, et on espère que cela se concrétisera effectivement dans les prochaines années. Le plus tôt possible, bien entendu, sera le mieux. Mais en tout cas, merci beaucoup, Chaim Berkovitch, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce vaste sujet d'actualité brûlante aujourd'hui en Israël et même donc au sein de la communauté juive en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous de Paris. Merci à vous. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. Au revoir.